À Vaison-la-Romaine, au cœur de la nuit, pour un premier concert qui annonce la saison estivale. Et c'est avec Robert Santiago. Bonsoir. Bonsoir. Pour Robert Santiago, vous êtes venu à Vaison-la-Romaine donner un concert avec vos musiciens. Vous êtes accordéoniste, virtuose accordéoniste aux couleurs musicales de l'Argentine et du Brésil et l'Amérique du Sud en Ouais. général. On va dire ça. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, Amérique du Sud au sens très large. Voilà, parce que j'ai plein d'influences qui vont, on dira, du Mexique à la Terre de Feu. Voilà. Donc effectivement, il y a un peu de Brésil, d'Argentine, un peu de Bolivie, de Pérou, d'Équateur, de Venezuela, de Chili, d'Uruguay, de Paraguay. Je crois que j'ai rien oublié dans les pays d'Amérique latine. Enfin si, j'en ai oublié quelques-uns. Et puis il y a aussi des compositions, parce que au bout d'un moment, c'est bien de jouer aux petits Indiens, mais c'est rigolo aussi de faire sa propre musique. Donc j'aime bien prendre des formes, des danses, des formes de chansons qui existent et faire mes propres mélodies, ou souvent aussi les métisser. Prendre un morceau, commencer une composition avec un morceau dans le goût brésilien et continuer dans le goût colombien par exemple. C'est assez marrant à faire. Alors j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a amené à faire ce genre de musique, mais j'imagine que les réponses seraient très très longues. Si vous avez 6 heures, je peux vous expliquer. Non, c'est très très simple. Les bateaux, en fait, c'est un plaisir d'enfant, vraiment. Parce que moi, je suis né en 59, ça commence à faire. Et en 59, 10 ans après, disons, 10-12 ans après, en France, il y a eu une vague de musique sud-américaine. Et c'était des groupes qui jouaient de la musique un peu édulcorée, ça je l'ai appris un peu plus tard, mais moi ça me fascinait, quoi. Les sons de ces instruments, c'était des flûtes de pan, des flûtes sans bec, des guitares faites avec des pots de tatou, des choses comme ça. Donc je trouvais ça absolument bouleversant, et c'est par là que j'ai commencé à apprendre la musique d'ailleurs, à jouer de la musique. J'ai commencé à bidouiller des flûtes avec les cannes à pêche de mes frangins qui n'étaient pas tellement d'accord. Mais voilà, donc j'ai fait des choses comme ça. Et puis on trouvait aussi des instruments. J'ai fini par acheter une quena, une samponia, enfin une flûte de pan. Mon frère en 78 est parti en Bolivie, m'a ramené un charango, instrument à cordes. Voilà, puis après je suis rentré dans les différents groupes de musique sud-américaine, groupes folkloriques, musique traditionnelle, disons. Et puis après, quand j'ai découvert l'accordéon, c'était avec le mouvement folk dans les années 70. Voilà, ça a été un peu le flash, quoi, l'accordéon. C'était un instrument. Alors, moi, je ne suis pas de la génération de l'accordéon vraiment. C'était ringard. Hein, c'était l'instrument des parents. C'est ça. Ah oui, oui, L'accordéon, oui. c'est musette, Bah ouais, valse. ouais. Je vois votre mou. Mais ouais, mais en fait, musette, pareil. Plus tard, j'ai appris que le musette, c'était pas ce qu'on nous donnait. Musette, c'est carrément autre chose. Il y a un autre propos bien plus intéressant dans le musette. On pourra en reparler un peu plus tard. On en Mais reparlera. ouais, mais voilà. Donc l'accordéon, mais voilà, ce qu'on entendait dans les années 65-66, c'était la variétoche accordéon qui avait un seul but, c'était de faire danser les gens. Alors que j'ai toujours pensé au fond de moi que l'accordéon c'était capable de faire autre chose. Et puis après, donc quand j'ai découvert cet accordéon, le petit accordéon diatonique par le mouvement folk, et fatalement j'ai essayé de jouer ce que je faisais sur mes flutios avec l'accordéon. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à travailler les musiques sud-américaines sans savoir qu'il y avait de l'accordéon en Amérique latine. Il a fallu attendre au moins une dizaine d'années pour que j'apprenne qu'en Amérique latine, effectivement, il y avait des styles d'accordéon diatonique, le même que je joue. Et ça a été une révélation et en même temps un truc très marrant. C'est que j'ai découvert avec un accordéoniste suisse qui s'appelle Michel Pfister, qui m'avait prêté une cassette, à l'époque c'était des cassettes audio, une cassette d'un accordéoniste brésilien qui s'appelle Renato Borghetti. Et en fait, dans le répertoire de Borghetti, il y avait 5 morceaux que je jouais moi aussi. Je ne connaissais pas ce mec-là, cet accordéoniste-là, mais on avait eu, avec l'océan qui nous séparait, on avait eu les mêmes influences.
aller chercher dans les musiques populaires d'Amérique latine, de Bolivie, du nord de l'Argentine, et d'en faire une adaptation à l'accordéon diatonique. Et c'est très rigolo, quoi. Enfin voilà, en pensant inventer quelque chose, j'étais en fait inscrit dans un courant qui existe en Amérique latine. Donc quelque part, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas d'hasard, ça c'est clair, quoi. Voilà, c'est quand quelque chose vous plaît, voilà, vous marchez fatalement sur les traces de quelqu'un d'autre qui a fait les mêmes choses, quoi. C'est Alors évident. quelles sont les origines de cette passion aux couleurs latines? Est-ce que vous avez des origines Moi, pas du tout. Je suis français pur sucre. Et non, non, c'est vraiment ça, quoi. C'est les sonorités des flûtes andines qui ont fait que j'ai aimé ces musiques-là, j'ai aimé cette culture, jusqu'à voyager là-bas. J'ai fait pas mal de voyages en Amérique latine. Je continue dès que je peux. Puis voilà, je parle espagnol couramment, je lis la littérature sudam, je fais très bien le ceviche et toute la cuisine sud-américaine, je me débrouille pas mal. Enfin voilà quoi, voilà, c'est un plaisir quoi. Voilà. Mais après, ce que je disais tout à l'heure, j'ai arrêté de jouer aux petits Indiens, c'est un peu ça. Quoi. Au début, j'ai fait de la copie pure et simple de musique. Et après, j'ai pris toute cette matière-là pour en faire quelque chose d'un peu plus personnel. Et jusqu'à composer aussi des paroles en espagnol, voilà, sur certaines chansons. C'est quelque chose qui vous correspond vraiment maintenant. Vous pouvez vous trouver complet à travers cette musique, à travers ces couleurs, à travers cet instrument. Oui, l'instrument, oui. La culture, c'est un peu plus compliqué. C'est pas ma culture. Même si je connais énormément de choses, je pense que voilà, je suis cultivé, disons, mais je n'ai pas cette culture. Voilà. Faut pas. Non, par ailleurs, je joue aussi du musette dans un groupe. Je joue pas de l'accordéon là, mais je joue de la batterie. Voilà, je me sens très bien avec ces deux casquettes-là. Je suis aussi spécialiste de l'accordéon. Je m'occupe d'une expo itinérante sur l'histoire de l'accordéon et je collectionne tout ce qui a rapport avec l'accordéon. Je suis conférencier aussi sur l'histoire de l'accordéon. Enfin, pour moi, c'est comme disait Cocteau. Cocteau, il disait, je suis comme l'écureuil. Je suis toujours dans le même arbre, mais je vais de branche en branche, mais toujours dans le même arbre. Et moi, j'ai l'impression d'être pareil, quoi. Pour moi, c'est la même chose que je joue du musette avec l'orchestre musette de Paris avec qui je joue, ou mon accordéon latino. Enfin, c'est un peu le même propos, quoi. Moi, voilà, c'est un truc plutôt. C'est ce qui se dégage de cet instrument. Voilà, puis de ce que j'ai envie de faire aussi, quoi. Je ne joue que les musiques que j'aime. Voilà. Mais il y en a un petit peu que j'aime pas trop, mais que je joue quand même. Mais c'est plutôt pour rigoler. Parce qu'il y a ce côté-là aussi dans la musique. Le côté trop sérieux m'agace, quoi. Être toujours, avoir toujours un petit sourire dans le coin. C'est pas sérieux. Faut faire ça en s'amusant, sinon. Oui, puis c'est de la passion quand même. Puis voilà, et la passion sans rigoler, c'est plus de la passion, ça devient du vice. Alors là, vous vous déplacez à Vaison-la-Romaine, vous êtes en concert en plein air. Est-ce que c'est le genre de choses, de concerts de proximité que l'on pourrait dire que vous pratiquez souvent et que ressentez-vous différemment lorsque vous vous rapprochez du public, lorsque vous venez en tant qu'artiste vers le public, contrairement au public qui vient vous voir sur scène par exemple? Quelle est l'atmosphère qui se dégage de ces différentes scènes? Ouais, c'est un peu différent, mais en fin finale, c'est la même chose. Oui. Nous, on mouille la chemise. Enfin, j'ai tout le temps, moi, je mouille autant la chemise sur une scène parisienne que devant une classe de maternelle. Voilà, le boulot, c'est le boulot, quoi. Hein, et le faire le plus sérieusement possible. Et le fait de jouer comme ça dans la rue, ça m'arrive régulièrement, de moins en moins, il est vrai. Mais il n'y a pas de honte à jouer comme ça. Non, ça Non, il n'y fait a partie. aucune honte, au Non, non, contraire, non, que du ça mérite, fait parce que partie vous vous du rapprochez métier. du public, Oui, justement. moi ça j'ai toujours eu la réputation d'être un musicien qui parle avec le public. Même sur une scène, au deuxième ou troisième morceau, en général, je demande aux gens, est-ce que vous voulez que je vous parle du répertoire? Et généralement, les gens disent oui. Ils aiment bien aussi que le musicien soit pas
Voilà, quelqu'un sur son piédestal qui bouge pas, enfin qui se met pas au niveau des gens. Moi j'aime bien les gens, j'aime bien discuter, j'aime bien raconter des trucs, effectivement raconter un peu ma démarche, puis raconter des anecdotes autour de la musique. Moi, chaque morceau que je joue, j'aurai toujours plein de trucs à raconter parce que ça vient de rencontres ou de voyages ou de découverte d'un disque. Par exemple, on a joué un morceau qui s'appelle Yo-La-Yo. Yo-La-Yo, je le joue. J'adore ce morceau-là parce que je l'ai trouvé sur un vieux 45 tours pourri aux puces à Paris. Un 45 tours où il n'y avait rien dessus. L'étiquette était effacée. Donc voilà, on lisait à peine le nom du groupe qui s'appelle Los Cumbancheros. Donc j'ai regardé sur internet, il doit y avoir 85 groupes qui s'appellent Los Cumbancheros. Je ne sais pas qui c'est, enfin voilà, mais ouais, c'est des anecdotes comme ça que j'aime bien aussi raconter en concert. Et les gens, ils aiment ça. Ouais, beaucoup quoi. Oui, on a besoin de se rapprocher des valeurs et de la réalité. Comment expliquez-vous, Robert Santiago, quand tout à l'heure vous avez chanté espagnol et puis vous avez traduit français, Oui. ça n'avait plus aucun sens quand vous avez traduit français, il n'y avait plus aucune magie. Comment expliquez-vous ça? Ouais, c'est ça. Avant, je disais tout le temps, je chante en espagnol parce que tant qu'à chanter des conneries, vaut mieux les chanter dans une langue que la majorité des gens ne comprend pas. On a Et c'est l'impression un que peu tout de suite vrai, c'est quoi. beaucoup plus poétique. Oui, c'est ça, parce que l'espagnol, c'est une langue. Moi, j'écris beaucoup les poèmes et tout ça, les chansons. J'adore écrire en espagnol. Ça, en français, ça me prend un temps considérable. Ou alors, c'est du premier jet et c'est bon tout de suite. Mais retravailler des textes en français, c'est très compliqué. Je sais pas faire, quoi. Mais en espagnol, moi, ça me vient assez facilement, quoi. Et c'est une langue qui sonne. Ouais, on peut chanter le bottin en espagnol sans problème, quoi. Ah, Ça va avec la musique. Ah ouais, ouais, en plus, oui, oui, oui. Et puis effectivement, il y a des mots, amour, ça sonne pas. Amor, ça sonne carrément. Voilà. Et on a dit la même chose. Voilà, corazon, cœur, ça sonne pas, quoi. Corazon, ça sonne tout de suite. Voilà, Voilà, puis il y a des beaux poèmes aussi, on chante aussi parfois de très jolis. C'est pas que les chansons d'amour à 2,50 €, ça peut être aussi des super beaux poèmes, quoi. Hein, par exemple, là on n'en chante plus dans le répertoire actuel, mais j'ai chanté longtemps des valses péruviennes ou des vallenatos colombiens de la grande époque. C'est une superbe écriture, superbe langue. Ouais, ouais. Ah. Santiago, c'est votre nom d'artiste ou c'est venu comme ça? Vous avez des sous, non? Que je vous dise. Non, parce que franchement, on peut savoir là. Non. Ouais. Bah, je sais pas. Non, non, on peut pas savoir. Non. Ah non, on peut pas savoir. À votre avis? Vous savez pas? Ben non. Je pense que ça fait partie de vous. Ah bah ouais, c'est carrément, ouais. Ouais. Après, je vous montrerai mon passeport, si vous voulez. Non, je veux pas savoir. Vous parliez d'une exposition tout à l'heure quand je vous ai rencontré. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et quels sont ces projets par rapport à cette exposition que vous souhaitez Alors, faire? Ouais, ça fait plus de 25 ans maintenant que je tourne une expo dans la France entière, dans l'Europe entière, une exposition sur l'histoire de l'accordéon. Donc je collectionne depuis des années tout ce qui a rapport avec l'accordéon. Donc j'ai une collection d'accordéons anciens qui est assez importante, qui est assez représentative de l'évolution de l'instrument, de 1830 à peu près jusqu'aux accordéons actuels, passant par toutes les étapes de l'évolution. Voilà, c'est comme ça. J'ai essayé de faire une collection qui représente toute cette évolution-là. Donc des accordéons primitifs parisiens de l'époque de Louis-Philippe, jusqu'aux accordéons actuels, en passant par les accordéons allemands, vendus par catalogue, voilà, fabriqués en usine, les accordéons diatoniques, mixtes, les chromatiques touche-bouton, touche-piano, bandoneon, concertina, accordéon de concert. J'ai des accordéons belges magnifiques. J'ai rentré récemment un accordéon suisse qu'on appelle un Schwitzois, un accordéon Schwitzois, splendide pièce, voilà quoi. Et puis je collectionne aussi toutes les documentations, les photos, les cartes postales, les catalogues, les affiches. J'ai des affiches d'accordéonistes magnifiques avec des super graphistes. Des affiches de Gaston Girbal, de gens comme ça. C'était très bons affichistes. Voilà, donc cette exposition, elle tourne dans la France entière, beaucoup dans les médiathèques.
dans les festivals d'accordéon un petit peu, pas trop, parce que souvent l'exposition quand je l'installe c'est pour un moment, quoi, hein. J'aime bien que les gens viennent voir aussi. Et en plus j'aime bien travailler dans les lieux culturels pour prouver vraiment que l'accordéon c'est pas que les noces et banquets, c'est aussi objet de notre culture. Voilà. Même si on décrit un peu l'instrument. Certaines personnes disent encore que l'accordéon c'est ringard. Moi je pense que c'est eux qui le sont devenus, parce que l'accordéon n'est plus ringard depuis un certain moment. Voilà, donc moi je suis en fait, avec cette exposition, je remplis une mission que l'État ne fait pas. Je suis le seul aujourd'hui, depuis que mon copain Jeannot Perret est à la retraite et a arrêté de faire tourner des expos aussi. Je suis le seul à tourner une expo, un musée itinérant de l'accordéon. En France, on n'a pas de musée de l'accordéon, alors que la France a été 2 fois, dans la petite carrière de l'accordéon, la France a été 2 fois capitale mondiale, centre mondial de l'accordéon. On n'a toujours pas de musée de l'accordéon en France. Donc je pense que je suis vachement utile à l'instrument et je suis un militant de l'accordéon. Et je serai toujours un militant de l'accordéon. Et bon, voilà. Et ce que j'aimerais, c'est que cette exposition, à terme, elle finisse par s'arrêter quelque part. Et qu'on puisse faire un vrai centre avec centre de ressources et de documentation, de pédagogie. Alors voilà, justement, on parle de pédagogie, donc ça veut dire que quand vous exposez dans des médiathèques, vous touchez aussi un public néophyte mais jeune. Est-ce que c'est aussi pour partager dans ces différentes futures générations cet accordéon qui risque peut-être de se perdre si on le transmet pas de génération en génération? Ouais, je pense que l'accordéon, il n'est pas mort, hein. C'est loin de là d'ailleurs. L'instrument a beaucoup changé il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. L'image de l'instrument a beaucoup changé, hein. Ce qui était un peu dévolu aux musettes, c'est un peu fini. Il y a eu plusieurs musiciens, plusieurs collectifs de musiciens, plusieurs collectionneurs. Enfin, c'est vrai, mais franchement, je m'inscris dans le renouveau et dans le changement d'image de l'instrument au niveau national, hein. Je suis un de ceux, avec Jeannot Perret, avec d'autres, avec Philippe Crum, avec des gens comme ça, à avoir déplacé l'accordéon de la salle de bal au lieu culturel. Et je trouve que c'est important. Mais bon, après, c'est les politiques, c'est toujours pareil. Faudrait que les politiques comprennent que cet instrument, c'est nos racines, ça fait partie de notre patrimoine et qu'il faudrait peut-être le préserver. Et puis il faudrait peut-être faire des recherches scientifiques sur l'instrument. Il n'y en a pas. Les Français sont très forts sur la musique de l'Inde, par exemple. Et la musique carnatique, les plus grands chercheurs, c'est les Français. Mais essayer de trouver un chercheur sur l'histoire du musette. Les Japonais, ils sont costauds, mais pas les Français, quoi. C'est un peu dommage, je trouve. Voilà, mais c'est un syndrome assez français que de cracher sur les racines. On n'aime pas ça. C'est un peu plouc, c'est un peu ringard et tout, mais en fait, non, non. Attention, c'est en train de se perdre. On a tous les acteurs qui ont vécu la grande période musette sont en train de crever un à un. Heureusement qu'il y a des francs-tireurs qui les ont enregistrés, qui les ont interviewés à un moment, puisque ces paroles-là sont pas mortes. Mais voilà, Yvette Horner, et on n'aime pas. Moi, je suis pas là pour juger. Effectivement, je préfère Raoul Barbosa ou je préfère Joe Priva, Yvette Horner, mais on s'en fout. On n'est pas là pour juger. Les traces du patrimoine. Voilà, c'est sur les traces du patrimoine. Voilà. Heureusement que France Culture, il y a une dizaine d'années, a fait des interviews d'Yvette Horner. Sinon, cette pauvre, qui est une énorme artiste au demeurant, c'est toujours pareil, on aime, on n'aime pas, mais c'est une immense artiste. Aujourd'hui, les Julien Doré et autres, je sais pas, musiciens dans le genre, Christophe Mahé, sont des petits à côté de gens comme ça. Au niveau de la reconnaissance, voilà, tout le monde la connaît, mais tout le monde la connaît, même au niveau médiatique. Je veux dire, bon, c'est un peu terminé, mais les gens qui ont un certain âge, Yvette Horner, c'est aussi important que le général de Gaulle, quoi. Mais à ce niveau-là, quoi. Enfin, c'est un peu passéiste aussi ce que je dis, mais y a quelque chose à sauver, quoi. C'est vrai qu'ici, Ville-Romaine, on a trouvé des choses magnifiques qu'il fallait sauver. On les a sauvées. L'accordéon, c'est la même chose, hein.
c'est plus récent, effectivement. Heureusement, c'est vachement plus facile à trouver les documents. Mais le temps passe, le temps presse. Voilà. C'est notre patrimoine et voilà, faut le préserver ça. Voilà. Et donc, je continue effectivement à essayer de retrouver des documents petit à petit. Donc, je ne suis pas le seul, hein, il y a aussi d'autres personnes. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que toutes ces choses-là sont dispersées. Il faudrait peut-être un jour un lieu qui centralise tout ça. Voilà. Merci Robert Santiago. Merci beaucoup. Continuation pour la suite du concert. Oui, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil.